Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la 18e vidéo de cette formation sur l'immobilier. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais vous donner l'ultime stratégie très peu connue pour ne pas payer d'impôts ni de prélèvements sociaux sur vos revenus immobiliers locatifs pendant plus de 40 ans. Et je vais également vous expliquer comment vous pourrez transmettre l'intégralité de votre patrimoine immobilier locatif à vos enfants sans qu'il ne soit taxé à aucun moment à votre décès en termes de droits de succession. Cette vidéo, c'est la vidéo 18.1 comme vous avez dû le voir. Il va également sortir une vidéo 18.2 qui est une vidéo alternative à celle-ci où le début de la stratégie sera identique. En revanche, à un moment, il y aura une divergence puisqu'on ne va pas partir sur des sociétés à l'IS mais une SARL de famille à l'IR. Et du coup, ça a des liens de cause à effet différents. Je vous invite donc à regarder la vidéo qui vous convient le mieux ou éventuellement les deux pour pouvoir comparer. En tout cas, sachez qu'il y aura deux versions de proposées pour cette stratégie. Cette stratégie incroyable, elle va être décomposée en 4 étapes distinctes. 1. On va avoir le déficit foncier. 2. Le passage et revalorisation en LMNP. 3. L'autovente à sa propre personne morale. 4. Démembrement et don de la nue propriété des parts de la société à vos enfants. Cette stratégie fiscale, c'est tout simplement vraiment, on va dire, la défiscalisation poussée à son paroxysme. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne et qui likeront la vidéo pour l'aider à progresser en référencement et ainsi permettre de soutenir l'initiative de cette formation gratuite et de ces informations 100% gratuites sur le net. Bon, comme vous le savez, si vous suivez cette formation en entier, l'idée elle est ici pour moi au travers de cette formation donc de vous donner toutes les astuces et toutes les informations requises en 2023-2024 pour investir dans l'immobilier à haut rendement et faire travailler au mieux votre argent et doubler ou tripler vos gains à la fin de votre vie par rapport à des investisseurs peu avisés. Comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, la fiscalité a un rôle plus qu'important, puisque du coup ça peut aller de 47 à 75% de taxation de vos revenus selon les cas de figure, et ça peut donc diviser par 2, par 3 le capital que vous aurez à la fin de votre vie. C'est donc bien la fiscalité qui va faire, au-delà du rendement et d'acheter dans des zones qui vont prendre de la valeur et tout ça, qui va faire que votre stratégie, la stratégie de votre vie, va être pertinente ou l'être beaucoup moins. Et du coup, moi ce que je vous donne aujourd'hui, c'est les astuces pour jouer en toute légalité bien évidemment avec le système fiscal et respecter stricto sensu les textes, mais en profiter pour vous servir vous au mieux. La stratégie dont on va parler aujourd'hui, elle s'adresse aux personnes qui achètent de l'immobilier à haut ou moyen rendement et qui ont pour objectif de conserver leurs biens le plus longtemps possible. Si votre stratégie d'investissement consiste à acheter, louer puis revendre au bout de quelques années, je vous invite à regarder la vidéo sur les plus-values en LMNP et ne faire que ça dans cette optique. Pour toutes les personnes qui veulent garder leurs biens plus de 20 ans, plus de 30 ans, enfin qui se disent moi ce que je fais, ce que j'achète maintenant, ça me paiera ma retraite plus tard, ce sera le patrimoine de mes enfants, etc. Eh bien, mesdames et messieurs, voici l'ultime stratégie de défiscalisation immobilière en France. Tout d'abord, on a vu ensemble que lorsque vous achetez un bien immobilier en nom propre, vous aviez au final le choix entre deux locations possibles, location nue ou location meublée. La location nue, c'est pertinent à condition d'avoir quand même un certain montant de travaux et un ratio achat versus travaux avec un pourcentage de travaux assez important. L'idée, rappelez-vous, c'était justement que la première année, comme vous avez 10 700 € qui s'impute sur votre revenu global et sort de l'enveloppe de déficit, là je parle bien des travaux, eh bien il faut qu'il vous en reste encore assez derrière pour effacer la fiscalité de vos revenus fonciers nus pendant au moins dans l'idéal 7 à 10 ans, sachant que 10 ans est le maximum. Alors je vais tout de suite vous montrer le calcul pour bien illustrer mes propos et resituer dans le contexte et être sûr que tout le monde suive bien ce que je veux dire par là. Voilà, du coup là on se retrouve sur mon ordinateur. Alors dans mon hypothèse, et c'est l'exemple que je vais garder un petit peu tout au long de cette vidéo, c'est de partir sur le principe qu'on va dire que vous avez investi 200 000 €, d'accord, au total. Donc 100 000 d'acquisition, 100 000 de travaux. J'occulte volontairement là pour le coup les frais de notaire, mais si vous ajoutez les frais de notaire, ça fera du coup 208 000 en prix de revient. Pour donc 200 000 € investis, si vous avez un rendement à 8% brut, ça veut dire que vous allez avoir 16 000 € de loyer à l'année. Alors dans notre exemple, on va imaginer que vous avez acheté un petit immeuble ou un lot de 2 appartements, peu importe, et que du coup, en gros, vous avez acheté le lot pour 100 000, et puis du coup, que derrière, vous avez fait à peu près 100 000 € de travaux pour bien les rénover. Vous avez acheté quasiment, on va dire, 2 ruines, donc 2 appartements en ruine. La surface, on va dire que c'est à peu près, du coup, par rapport au loyer, etc., que c'est à peu près des T3, des grands T3, comme ça, vous avez le contexte un petit peu de ce qui a été fait. Je prends donc mon rendement à 8%, on voit bien que j'ai 16 000 € de loyer tous les ans. Je vais, la première année, bien évidemment, passer mes intérêts d'emprunt, qui sont dégressifs d'année en année, mon assurance de crédit, qui alors soit fixe, soit dégressif, ça dépend de ce que vous avez négocié avec la banque. Et puis la première année, en charge déductible, en déficit foncier, j'ai donc
le frais de dossier bancaire, à peu près 500 €, et les frais de garantie, du coup à 1085. Donc ça, c'est des données très crédibles et très réelles par rapport au marché actuel au niveau des taux d'intérêt. Ensuite, je vais avoir du coup, vous voyez, si je prends ici les charges, donc 900 € de taxes foncières, 100 € d'assurance propriétaire non occupant, et puis 720 € de charges de copro. Donc ça, c'est pareil, c'est des charges que je vais payer tous les ans. Donc je peux le mettre sur la durée. Ensuite, on a fait 100 000 € de travaux, donc c'est ici que ça va apparaître. Et du coup, donc sur ce simulateur, tout est calculé automatiquement. Pour rappel, au cas où, vous pouvez vous aussi de votre côté l'acheter donc pour 19,90 € en cliquant sur le lien dans la description. Donc là, ça nous amène à première année, j'ai 16 000 € de loyer, je déduis 9 700 € de charges financières, et je déduis du coup cette année exceptionnellement, comme j'ai eu les travaux, 101 720 € de travaux. Évidemment, j'ai pas de revenu foncier positif, bien sûr, et j'ai 10 700 € qui s'imputent sur mon revenu global, et du coup, en déficit reportable, il me reste au total donc 84 721. Donc là, je sais que j'ai une enveloppe de déficit foncier de 84 721 €. Très bien. Ensuite, deuxième année, on continue, donc les mêmes charges, sauf que je n'ai plus ici les frais que j'ai eu qu'une fois. Et donc du coup, normalement, j'aurais dû avoir 6 544 € de revenus fonciers nets, mais comme du coup j'ai 84 721 d'enveloppe, eh bien on le ramène à 0, etc., etc., d'année en année. Jusqu'à arriver ici à 10 ans. 10 ans où, vous voyez, on voit que c'est l'année, ici, là, sur cette ligne-là, on repasse en positif. Du coup, eh bien, en fait, ça veut simplement dire que, grâce à ce système, donc j'achète pour 100 000 € d'immobilier, je fais 100 000 € de travaux, et bien du coup, je vais pouvoir tenir 10 ans sans impôt, ce qui est pas mal. De toute façon, au-delà, on n'aurait pas pu, puisque je rappelle que la durée de vie du déficit est de 10 ans. Très bien. Bon. Rappelez-vous en plus, on avait vu que du coup, oui, effectivement, dans ces conditions, si vous revendez le bien, la plus-value sera plus forte, puisque les travaux qui auront été payés et imputés donc en tant que déficit foncier ne seront pas pris en compte pour le calcul justement de la plus-value. Donc si vous revendez juste après la fin du déficit, clairement vous allez morfler en taxe sur la plus-value, mais là, aujourd'hui dans cette stratégie, on s'en fiche puisque l'idée n'est pas de revendre. Si vous aviez fait de la location meublée directement, effectivement vous auriez passé un certain nombre de charges la première année qui vous auraient généré du déficit meublé. Et puis vous auriez amorti votre bien avec la méthode par composant, etc., qui vous aurait également sur les premières années généré des amortissements excédentaires. En gros, vous auriez passé en comptabilité votre bien en meublé. Là aussi, on va juste faire un point et basculer sur mon ordinateur parce que j'aimerais vous montrer comment fonctionne le rendement d'une opération identique à celle en déficit en meublé. Et également aussi vous montrer l'impact que peut avoir le rendement sur le nombre d'années sans impôt. Ok, du coup là on se retrouve donc sur mon ordinateur, mais cette fois-ci sur le simulateur, donc microbique versus réel. L'idée de notre simulateur là, c'est de faire des projections justement au réel et pouvoir voir combien de temps va tenir sans impôt et comment ça va se passer dans le temps, est-ce qu'il vaut mieux passer en charge, amortir, etc. Donc pareil, rebelote, c'est un simulateur que vous pouvez aussi acheter vous de votre côté et vous pouvez du coup l'acheter pour 29,90 € celui-là sur le lien dans la description. Dans mon exemple, j'ai fait simple, j'ai déjà tout pré-rempli, j'ai mis 20 000 € de valeur terrain. Évidemment, la dernière fois en nu, on n'avait pas besoin de calculer le terrain, là oui. Donc j'ai mis 20 000 € sur 200 000 €, vous voyez, de prix de revient. Enfin en gros, j'achète un immeuble 100 000, j'ai 20% qui correspond à la valeur terrain. C'est pas mal, mais comme je suis en monopropriété, on va dire que c'est cohérent. Bon. 20% c'est bien. Donc là j'indique mes 100 000 € ici, donc de mon achat d'immeuble, hein, c'est le prix que je l'ai payé. Donc ça en gros c'est facile. On enlève les 20% du terrain qui n'est pas amortissable, donc il me reste 80 000 réellement amortissables. Et comme j'achète on avait dit un immeuble, vous savez, qui était ancien, ou un lot de 2 appartements, peu importe, qui était ancien et à refaire. Du coup on va mettre le pourcentage de chaque composant comme on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, 30% pour le gros œuvre, là on a mis 35% pour l'aménagement intérieur, 3% pour la toiture. Alors si on est en monopropriété, qu'on a vraiment un immeuble, une maison on va dire à part entière, certainement qu'il y aura plus de toiture. Par contre si on a acheté un lot de 2 appartements dans une grande résidence, peut-être que ce sera que 3%, voire même moins. Donc bien sûr là c'est une simulation fictive. Et plomberie, électricité, j'ai mis 12%. Les durées, c'est ça qui va être intéressant ici, c'est que selon l'état du bien, du bâtiment, etc., on va avoir des durées qui vont varier. Gros œuvre façade, tout va dépendre de comment est l'extérieur de votre immeuble. Bon, ça, moi j'ai mis 45 ans, ça veut dire que c'est quand même un immeuble qui est pas tout neuf, mais qui est pas en mauvais état, genre un truc qui a été construit dans les années 2000. Toiture, j'ai mis 15 ans, pareil, s'il a été construit dans les années 2000, vous voyez, ça va faire environ 15-20 ans du coup que c'est fait. Si la toiture a une durée de vie de 30 ans parce que c'est une toiture classique, il reste 15 ans. Jusque-là, c'est cohérent. L'aménagement intérieur et l'électricité plomberie. Du coup, si ce sont des composants qui n'ont jamais été rénovés, que c'est vieillot, que ça a été pas entretenu et tout ça, bon, puisque de toute façon c'est le cas, hein, puisque je rappelle que vous achetez, on avait dit une ruine, entre guillemets, pour 100 000 €, forcément pour ce prix-là, ça veut dire que l'intérieur est pourri. Du coup, j'ai mis 5 ans. Alors évidemment, si c'est vraiment pourri, on pourrait dire que c'est 2 ans, si c'est en meilleur état, on pourrait dire que c'est 7 ans. Tout va dépendre de la réalité. On va partir sur cet exemple-là dans la simulation. Ce qui veut dire que pour les 5 premières années, en meublé, j'ai 10 267 € d'amortissement par an, et au bout de 5 ans, j'ai ce poste-là, donc à 7000 qui saute, et celui-là à 2400 qui saute. Donc vous voyez, il ne restera pas beaucoup d'amortissement après 5 ans.
sur le bien. Si je suis en meublé, ça veut dire que j'ai du mobilier, donc j'ai mis 5000 € de mobilier, 2500 par appartement, étalé sur 7 ans si c'est du mobilier neuf, et là j'ai mis évidemment mes 100 000 € de travaux, du coup, étalés sur 15 ans, si c'est que de la rénovation intérieure. C'est la durée moyenne, hein. En réalité tout va dépendre des matériaux utilisés, tout ça, mais c'est la durée moyenne. J'ai rempli ensuite les données, donc comme tout à l'heure, 16 000 € de loyer par an, la taxe foncière. J'ai juste en plus cette fois-ci les 16 000 € de frais de notaire, puisqu'en meublé on peut passer en charge les frais de notaire, enfin ce qu'on appelle les droits de mutation en réalité, c'est le terme officiel pour les frais de notaire, y compris du coup les droits de mutation, y compris la taxe de la publicité foncière, etc. Bon, c'est ce que communément nous on appelle tous les frais de notaire, enfin c'est l'enveloppe qu'on paye au notaire quoi. Donc 16 000 €, j'ai gardé les mêmes chiffres pour le reste, et puis pareil pour les intérêts d'emprunt, etc. Tout est passé de la même manière. Et j'ai mis 250 € de tarif comptabilité. Du coup, si on regarde ce qui se passe, c'est que là, normalement, bon, la première année, évidemment, on n'a pas du tout de, comment on appelle ça, de résultat, puisque du coup on a 0, puisqu'on a plus de charges que de loyer, ça c'est évident. Et ça va même nous générer du coup 11 000 € de déficit en meublé. Donc là, comme on est en meublé, le déficit ne s'impute pas sur le revenu global, ça c'est réservé à la location nue. Et on a du coup 15 230 € qui se mettent en ce que j'appelle dans le silo, moi, avec l'image de grains qui s'accumulent, d'amortissement excédentaire. Donc, année par année, ensuite, on va suivre. Rebelote ici, grâce aux amortissements, on tombe encore à 0, et en plus, on a des amortissements excédentaires qui viennent se mettre en supplément, donc ça va faire monter notre silo, etc. Donc on va avancer, comme pour l'autre tout à l'heure, et on va regarder, et c'est du coup, ici, donc en 2038, dans ces conditions, que on va seulement commencer à payer de l'impôt, pour ce que j'ai annoncé comme type de rendement. Du coup, ça veut dire que là, on tient 15 ans sans impôt, avec un rendement à 8%. Dans notre exemple. Maintenant, je vais vous montrer si on passe le rendement du coup à 9%. Donc on va mettre 18 000 € cette fois-ci de loyer annuel. Et là, vous allez voir, ça réduit forcément naturellement la durée pendant laquelle on n'a pas du tout de fiscalité. Voilà, donc là, on y est à nouveau. Et là, cette fois-ci, la non-fiscalité, c'est jusqu'en 2035 inclus, donc 2036. Donc ce coup-ci, on est sur 12 ans. 12 ans complets sans impôt. Donc voilà, il y a une différence de 3 ans par rapport à avant, forcément parce qu'on a plus de rendement, et si on avait un rendement à 10, ce serait certainement 9 ans, un rendement à 11, etc. Forcément, plus on a d'argent qui rentre, moins on peut le défiscaliser, ce qui est évident. A contrario, dans ce même exemple, si vous avez un rendement à 5%, vous tiendrez certainement 23-24 ans sans impôt. Donc, si vous teniez 25 ans sans impôt, la stratégie que je vous explique aujourd'hui, elle aurait pas trop de sens, puisqu'en fait, il suffirait juste de le mettre en meublé, et puis de toute façon, ça passerait. Sauf que là, nous aujourd'hui, dans la formation, donc investissement à haut rendement, et haut rendement veut dire que du coup, il faut être encore plus habile au niveau de la fiscalité. Bon, voilà, j'espère que cet extrait vous aura été utile pour mieux comprendre un peu les possibilités, et surtout les liens de cause à effet entre nu et meublé à opération égale, parce que c'était ça qui était intéressant de comparer. Jusque-là, tout ce que je vous ai dit ou montré, on l'a déjà vu au travers des précédentes vidéos, c'était juste pour resituer dans le contexte. Mais là où ça devient intéressant, c'est donc que on part sur l'hypothèse où vous allez d'abord faire du déficit. Donc si on reprend mes exemples, vous allez tenir 10 ans avec un rendement à 8%. Dans notre exemple, on imaginait que vous aviez acheté, je le rappelle, un petit immeuble de 2 appartements ou un lot de 2 appartements, peu importe. Du coup, au bout de 10 ans, quand votre déficit arrive à sa fin, vous passez le logement meublé. Alors, oui, dans la pratique, ce sera pas le jour même, évidemment, de la fin du déficit que vous allez passer en meublé, vous n'allez pas mettre votre locataire dehors sous prétexte que vous passez en meublé. Par contre, ça peut être fait quelques mois avant ou au pire quelques mois après. En gros, quand il y a un changement de locataire. Mais là, pour l'exemple, on va imaginer que c'est le jour même, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est là où déjà on a une première optimisation fiscale qui est très intéressante. Parce que nous, en comptabilité, si vous venez vers moi et que vous me dites bonjour, j'ai acheté cet immeuble il y a 10 ans pour 100 000 €, j'ai fait 100 000 € de travaux, j'ai donc bien un prix de revient à 200 000, comme il y a 2 appartements identiques, ça fait bien 100 000 € par appartement, ok. Sauf que du coup, votre comptable, au bout de 10 ans, il va vous dire d'accord monsieur, madame, votre prix de revient à l'époque c'est super, mais moi en comptabilité LMNP aujourd'hui, quand j'ai des appartements qui sont d'abord occupés en résidence principale ou qui sont loués en location nue, eh bien le jour, donc aujourd'hui, où vous me les passez en location meublée, moi je vais prendre leur valeur vénale à ce jour. Donc ce qui m'intéresse, c'est que vous me donniez leur valeur actuelle, et pas la valeur de ce que vous avez fait il y a 10 ans. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant, parce que logiquement, comme vous avez fait pas mal de travaux il y a quelques années, si vous avez évidemment pas surpayé vos travaux, que vous n'avez pas des goûts horribles en aménagement intérieur, normalement, déjà le lendemain des travaux, vous aviez fait une petite plus-value il y a 10 ans. C'est-à-dire que si vous aviez vendu votre immeuble capable de générer 8% de rendement, hyper bien rénové, super propre avec des matériaux bien choisis, etc., peut-être que votre immeuble qui vous est revenu en prix de revient à 200 000 aurait pu déjà se vendre 210 ou 215 à un investisseur un peu moins exigeant que vous sur le rendement. J'en profite pour vous rassurer que la plupart des investisseurs ne cherchent pas forcément du 8 ou du 9, La plupart des gens sont contents à 6, 7, 7,5. Déjà, de base, vous dites, ok, j'ai peut-être fait une plus-value grâce aux travaux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que comme la comptabilité LMNP sur les immeubles est faite en sorte que l'on doit séparer intrinsèquement les deux logements, puisque là vous avez certes peut-être un immeuble ou un lot de deux, mais nous comptablement, on doit prendre une comptabilité, on va faire une comptabilité par appartement, puisque si un jour en fait vous les vendez, on doit être capable de dire quels amortissements n'ont pas été, ont été vendus. C'est un peu compliqué, mais en gros on est obligé de les séparer. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vos comptables va dire merci de me donner du coup la valeur vénale de chaque appartement individuellement. Et là, pour estimer la valeur, il va vous dire combien vous le vendriez aujourd'hui. Et si vous le vendez aujourd'hui, ce serait certainement à quelqu'un qui cherche une résidence principale, peut-être un investisseur, d'accord, mais il y a quand même des chances qu'un appartement T3 comme ça individuel se soit vendu à quelqu'un qui cherche une résidence principale. Or, du coup, comme vous à l'époque vous aviez acheté un immeuble et fait des travaux groupés, vous avez réalisé des économies. Votre appartement vous est revenu à 100 000 € l'unité, et bien aujourd'hui, il doit probablement se vendre autour des 115 120 000 € cet appartement. C'est un peu le principe du petit marchand de biens qui achète à l'époque un lot pour ensuite déloter les appartements, les faire rénover et ensuite les vendre à titre individuel. Quelqu'un aujourd'hui qui cherche un appartement T3 pour 115 120 000 €, c'est pas déconnant. Je fais juste une parenthèse, je dis ça par rapport à notre région d'investissement qui est le Nord-Franche-Comté et Sud-Alsace, parce qu'évidemment si vous habitez à Lyon ou Paris, ça vous paraît complètement invraisemblable ce que je donne comme chiffre. Je parle donc bien par rapport à notre région d'investissement. Donc si en plus vous avez des doutes sur le fait que la valorisation que je vous donne soit bonne, en se disant quand même s'il m'est revenu à 100 000, je vais pas le vendre 120 000 aujourd'hui, ça me paraît beaucoup. Eh bien regardez du coup, votre appartement, on avait dit qu'il pouvait générer donc du coup, votre immeuble 16 000 € annuels, ce qui fait bien 8 000 € par appartement, avec un rendement à 8%, ce qui fait 666 € de loyer par mois. Regardez de la région par exemple, que là je prends en exemple, combien se louent les T3 à peu près, c'est 666 € par mois. Regardez combien se vendent les T3 qui sont rénovés. Eh bien nous dans notre région, un appartement T3 qui est bien rénové avec un loyer comme ça, si vous regardez sur internet individuellement, c'est bien minimum 120 000 €, si ce n'est plus. On peut trouver des lots qui sont vendus 140, 150, 160 pour ces prix-là. Donc quand je vous dis que ce qui vous est revenu à 100 000 € il y a 10 ans aujourd'hui se vend 120, c'est pas du tout déconnant. Et en plus, n'oublions pas une chose, l'inflation immobilière et l'inflation générale des prix est passée par là en 10 ans. Du coup, votre appartement qui est estimé à 120, aujourd'hui se vendra probablement même plus 125 à 130 000. Et on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que vous êtes forcément beaucoup plus riche, puisque s'il y a eu de l'inflation, ça veut dire aussi que votre argent vaut moins cher. Donc 125 000 € dans 10 ans, équivaut peut-être à 115 aujourd'hui. En revanche, votre comptable, et c'est là où je voulais en venir, va vous dire bon, finalement je prends combien de valeur vénale par appartement. Bon, là vous dites ok, allez, prenez 125 000. Très bien. Donc on prend 125 000. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que du coup, si on prend une base plus élevée en valeur vénale, ça veut dire qu'on va avoir plus d'amortissement, puisqu'on va du coup amortir non pas 100 000, mais bien 125. Je vous propose tout de suite qu'on repasse du coup à nouveau sur mon simulateur et qu'on voit comment votre comptable va faire comme calcul au bout de 10 ans avec vos appartements fraîchement LMNP. Et voilà, on se retrouve du coup à nouveau sur mon ordinateur. Alors par rapport à la dernière fois, ce qui a changé, puisque là je rappelle qu'on on est au bout de 10 ans, donc la valeur terrain d'un appartement, puisque là je parle bien d'un appartement. On en a deux, c'est vrai, mais du coup on va juste faire x2, donc en fait là je vais vous montrer la comptabilité pour un seul des appartements. Donc tout à l'heure on avait 20 000 € de valeur terrain pour l'immeuble dans sa globalité, ce qui faisait 10 000 € de valeur terrain par appartement, et comme là le temps est passé et qu'il y a eu l'inflation, comme je l'ai dit, et bien du coup, le terrain, c'est le terrain qui a pris aussi de la valeur, c'est pas en fait l'immobilier en tant que tel, c'est la valeur du terrain. Donc on va recalculer à ce moment-là la valeur terrain aux données, on sera sûrement autour des 15 000 € par appartement, ce qui ferait 30 000 pour l'immeuble. Ok, ensuite, du coup, ici au niveau de nos composants, eh bien ça ne va pas varier réellement au niveau de la répartition, ça va être à peu près la même chose que tout à l'heure, puisque la structure de l'immeuble n'a pas changé. Par contre, ce qui va varier, ça va être évidemment nos durées d'amortissement. Gros œuf façade, tout dépend de l'exemple, en fait, ça c'est un exemple fictif, donc c'est dur de donner, donc je laisse 45 ans, voilà, pour dire que c'est 45 ans, mais si par rapport à tout à l'heure, par exemple, en U, ça aurait dû déjà être 45 ans quand vous avez acheté l'immeuble, et qu'il y a 10 ans qui sont écoulés, maintenant c'est 35. Donc il sera probablement temps bientôt de refaire la façade, ou de remettre un coup de peinture, parce que votre immeuble est quand même déjà assez vieux. C'est ça que ça veut dire. L'aménagement, agencement. Si tout à l'heure, quand vous avez fait vos travaux en U, normalement, vous savez, si vous étiez en meublé, on l'a vu, vous auriez dû amortir le composant sur 15 ans, puisque du coup, vous avez fait 100 000 € de travaux, qui ont remis à zéro le composant aménagement intérieur, qui en général est amorti sur 15 ans, selon la typologie des matériaux utilisés. Et là, ça fait 10 ans qui se sont écoulés entre la dernière rénovation et aujourd'hui. Donc 15 moins 10 égale bien 5. Donc ça veut dire que
théoriquement, si on suit la logique de la compta meublée, dans 5 ans, il faudra renouveler un peu votre intérieur, parce que ça veut dire que ça a très mal vieilli. Soit c'est plus à la mode, soit ça commence à être usagé, soit ça commence à être dégradé, enfin bon, il peut se passer pas mal de choses. Donc 5 ans. Ensuite, la toiture, c'est compliqué à estimer aussi, puisque c'est un exemple fictif, mais si la toiture avait été refaite, je sais pas, 2 ans après votre achat en location nue, du coup, comme une toiture, quand on la refait, si on utilise des matériaux standards, c'est amorti sur 30 ans, du coup, ça veut dire que ça fera 8 ans que c'est amorti, donc vous voyez, il reste 22. Et pour l'électricité, pareil, si la dernière fois, quand vous aviez tout refait il y a 10 ans en location nue, vous aviez tout repris, tout remis aux normes et tout ça, ça fait 10 ans, donc 30 ans moins 10 ans égale 20. Donc vous voyez, la logique, elle est là. Donc on a bien notre appartement, 125 000 euros, amorti, etc. Et on va avoir du coup 12 099 euros d'amortissement sur les 5 premières années. Puisque une fois que notre poste aménagement intérieur ici sera épuisé, il n'y aura plus que 2099 d'amortissement. J'amortis évidemment mes meubles, puisque si je passe en meublé, il faut que j'achète des meubles pour le meubler, sinon je suis pas dans le cadre d'un meublé. Et là on a dit qu'on ne refaisait pas de travaux, donc je ne passe rien. Ici, au niveau des loyers, du coup là on parle bien d'un appartement, donc on va dire que c'est 8 000 euros, il suffira de multiplier par 2 pour avoir la compta des 2 lots que vous avez. Voilà. Et puis, au niveau des charges, du coup tout est divisé par 2, puisque là je parle que d'un appartement, donc on va être sur 450 euros ici, l'assurance péno ça va être environ 50 euros par appartement, les charges de copro du coup, sur 360, moitié, oui, donc on va tout diviser par 2, ici tout simplement. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte, là, comme on parle que d'un appartement, c'est aussi au niveau des intérêts d'emprunt. Ça, c'est pour notre total. Donc, si je fais égal ça divisé par 2, voilà. Donc ça, c'est les amortissements qu'on va mettre à 50-50 sur un des appartements. Et comme on est déjà au bout de 10 ans, du coup, et qu'on avait dit qu'on faisait un crédit sur 20 ans, du coup, ça veut dire que là, on va avoir seulement 10 ans encore d'intérêt à payer pour aller à 20 ans. Normalement, si on regarde, on ne doit pas en être très loin. Hop, ici. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça nous amène jusqu'ici. Et normalement, on est bien sur 2045. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que c'est la 20e année où on paye plus d'intérêt. Notre assurance de prêt, elle ne bouge pas. Enfin si, elle est divisée par 2, puisque du coup, on a... C'est quoi ce calcul que je fais là 260. Puisque du coup, on n'a qu'un appartement. Et voilà. Donc là, on a quelque chose de cohérent pour un logement. Résultat des courses, si on regarde, on va avoir du coup, première année évidemment, pas de résultat net. Pourquoi ? Parce qu'on a 8000 de loyer, moins 860 pour les charges d'exploitation, moins 2157 pour les charges financières, donc il reste 5000 en gros, et à ces 5000 euros, il va falloir du coup évidemment enlever les amortissements qu'on a sur l'appartement. Donc là c'est 12 456, et aussi les frais de compta. Du coup, ça va nous faire sur cette année-là 0 de résultat, 7473 d'amortissement excédentaire et 250 de déficit. Le déficit, il provient de la comptabilité, puisqu'en fait la comptabilité ne peut jamais venir gonfler les amortissements. Alors c'est un peu technique, donc à la limite, vous n'êtes pas obligé de retenir, mais retenez juste que les frais de compta créent du déficit. Du coup, là on avance dans les années, 2033, 2034, 2036. Là, on devrait repasser en positif, mais on a des amortissements excédentaires. Et on avance jusqu'en, ici, 2045. Et 2045, c'est seulement là, la première année où vous allez commencer à repasser en résultat positif. Et pas de beaucoup, vous voyez, vous avez 1115 euros. Donc on va dire que jusqu'en 2045 inclus, vous n'avez pas d'impôt. 2046, vous êtes censé en repayer. Je vais maintenant repasser sur la vidéo classique pour vous expliquer justement ce qui se passe et ce qu'il faut faire maintenant pour aller vraiment au bout de cette logique et de cette stratégie. Bon, après toutes ces vidéos, j'ai une super nouvelle. Si du coup on regarde tout votre parcours, c'est-à-dire du premier jour où vous avez acheté, puis fait 10 ans de déficit foncier, puis ensuite 13 ans sans impôt en LMNP, ça fait désormais du coup 23 ans que vous possédez votre bien et qu'actuellement vous n'avez toujours pas payé un seul impôt sur le revenu ni aucun prélèvement social sur vos loyers locatifs. Ce qui est quand même assez fou, 23 ans, je veux dire, c'est pas mal. Sauf que là, on attaque la 24e année. Et si vous restez comme ça, en LMNP, vous allez avoir du coup 5241 euros de résultat annuel, et du coup si vous êtes dans une tranche d'imposition à 30% plus les 17,2 de prélèvements sociaux, vous allez payer quand même 2474 euros d'impôts sur vos revenus par appartement, soit presque 5000 pour les deux, puisque je rappelle qu'il y a toujours 2 appartements. Donc 5000 euros d'impôts pour 16 000 de loyer, on est presque à 30% de taxes globales sur les loyers, et c'est cher. Évidemment, nous dans notre stratégie, on se contente pas de ça, on va se dire ah non, je vais quand même pas payer de l'impôt sur les revenus, c'est fou. Du coup, on va passer à l'étape 3, et c'est précisément ici que diverge cette vidéo avec sa version alternative. Donc, ce que je vais vous dire là changera dans l'autre version. Donc c'est jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette timeline présente, que vous pouvez regarder les 2 vidéos, ce sera identique, et là on diverge. Dans ce format, à l'IS,
Nous, on va imaginer qu'à ce moment précis, vous créez une personne morale, du coup à l'IS, donc SCI, SARL, SAS, peu importe. Tout dépendra de la stratégie future et de l'éventuelle rémunération de vos enfants. Oui, je parle de vos enfants parce que n'oubliez pas cette notion de transmission de patrimoine. Donc inutile de vous dire que ce sont des choses très difficiles à prévoir, et pour faire simple pour tout le monde, on va imaginer dans cet exemple que vous créez une SCI à l'IS. Dans l'autre version alternative, vous verrez, on part pas sur une SCI à l'IS, mais une SARL de famille à l'IR. C'est pour ça que les deux vidéos divergent. Bien, vous créez donc votre SCI à l'IS. Je rappelle que pour cela, il faut être deux. Donc si vous êtes seul, il sera probablement préférable de faire un autre type de société. Mais nous, on va rester sur la SCI. Du coup, on va dire que dans notre exemple, c'est le couple qui crée une SCI à l'IS chez leur comptable. La société est créée. Mais concrètement, aujourd'hui, elle possède rien, elle est juste créée. L'idée ici, c'est que du coup, vous allez vendre à votre propre personne morale vos 2 appartements. Et résultat des courses, votre SCI qui sera fraîchement propriétaire du bien, va pouvoir l'amortir à partir de 0. Du coup, forcément, comme c'est une vente et qu'elle vient d'acheter un bien, eh bien, elle repart à 0 en termes d'amortissement, comme si c'était quelque chose de neuf. Enfin, c'est quelque chose de neuf pour elle. Tout ce que vous avez amorti en LMNP, on s'en fiche, on oublie, et elle repart à 0. La bonne nouvelle, c'est que votre SCI, ce bien, elle va pas l'acquérir à titre gratuit, elle va vous l'acheter. Vous n'allez pas lui offrir. On va imaginer que vous lui vendez l'immeuble, donc le lot des 2 appartements, au prix de 250 000 €. Bon, c'est une valeur juste et moyenne par rapport au prix de vos appartements, puisque tout à l'heure, on avait dit qu'ils valaient 125 000 chacun. Le jour de la vente, vous allez quand même devoir payer des frais de notaire sur cette vente. C'est une vraie vente, hein, c'est pas une donation, c'est pas une transmission, c'est pas un décalage ou je ne sais quoi. Vous allez chez le notaire, ok, vous représentez votre personne morale, mais vous vous représentez aussi en tant que personne physique. Du coup, c'est vraiment comme si c'était 2 identités différentes qui étaient chez le notaire et qui vendent. Et ce jour-là, le notaire, pour acter la vente, va vous dire « Monsieur, il me faut quand même les frais de notaire. » Mais votre SCI, du coup, elle n'a pas 1 € sur son compte aujourd'hui. Du coup, le jour de la vente, c'est vous, personne physique, qui allez devoir sortir 16 000 € pour régler les frais de notaire. Alors, je dis 16 000 € de frais de notaire, en réalité c'est peut-être un petit peu plus si vous vendez pour 250 000. J'avais écrit le script de la sorte, mais bon voilà, peu importe. Donc, ce qui est effectivement un inconvénient de sortir 16 000 € comme ça, mais je vous rappelle que vous venez de tenir 25 ans sans impôt quasiment. Donc vous vous apprêtez encore à ne plus avoir d'impôt pour une bonne paire d'années. Donc disons que les 16 000 € sont tolérables. Et en plus, vous allez vous les faire rembourser, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le jour de la vente, vous, personne physique, vous versez 16 000 €, donc les frais de notaire, au notaire pour la SCI, vous lui avancez en gros, et puis votre SCI, elle devrait vous acheter le bien, mais comme on a dit, elle n'a pas d'euros. Donc c'est là qu'on va signer chez le notaire, et ça c'est une astuce qui est vraiment incroyable, ce qu'on appelle un crédit vendeur. Ça signifie que chez le notaire, le jour de la vente, on va procéder à la vente donc de manière classique entre vous et la société, sauf qu'il n'y aura pas de transfert de fonds comme elle peut pas. Juste vous qui allez donner 16 000 € au notaire. Et vous allez signer un crédit comme si c'était à la banque qui va dire la SCI X devra verser tous les mois une mensualité de X € à monsieur et madame, personne physique, puisqu'ils lui ont vendu le bien pour 250 000, mais elle ne l'a pas encore payé. Du coup, vous vous substituez en fait à la banque. Et globalement, du coup, si on prend les 250 000 € plus les 16 000 € de frais de notaire, ça fait qu'elle vous doit 266 000 €. On va imaginer que vous lui faites un crédit sur 20 ans. Du coup, 266 000 divisé par 20, ça fait 13 300 € par an, soit 1108 € par mois. À partir d'aujourd'hui, votre SCI vous doit 1108 € par mois, c'est officiel et factuel. Et elle pourra vous les payer lorsqu'elle aura encaissé ses loyers, puis après payer ses charges, donc elle vous les paiera avec sa trésorerie. Par contre, n'oublions pas une chose, c'est que là vous vendez votre bien, et qui dit vendre son bien, dit potentiellement payer une taxe sur la plus-value, s'il y a plus-value. Dans votre cas, comme vous avez acheté donc pour 100 000 € d'immobilier, enfin vous avez 100 000 € d'immobilier de prix de revient, et que ça date d'il y a plus de 5 ans, puisque du coup maintenant ça fait environ 25 ans, eh bien le prix de revient que va retenir votre notaire, il est de 100 000 €, auquel il va ajouter 22,5% au titre des forfaits pour frais de notaire et travaux. Si vous ne comprenez pas pourquoi je sors ce calcul, il faut aller voir la vidéo donc dédiée au sujet, plus-value et déficit foncier. La vignette s'affiche à l'écran actuellement. Du coup, si vous vendez votre bien 250 000 avec un prix de revient à 122 500, votre plus-value taxable est de 127 500. Et là on se dit, oula, ça va piquer. Et bien en réalité, pas tant que ça. Et c'est ça qui est génial dans cette stratégie, c'est que comme ça fait 25 ans que vous détenez le bien en nom propre, et bien du coup, vous avez le droit aux abattements pour durée de détention. Et le taux de taxation de la plus-value, il est de 7,7% en nom propre quand ça fait 25 ans. En plus d'ailleurs, je précise, comme ça fait plus de 22 ans, vous n'avez pas la surtaxe additionnelle au niveau des plus-values. Au global, si je prends le calcul, donc j'ai 127 500 € de plus-value taxable, à 7,7%, ça me fait 9 817 € de taxes sur la plus-value.
Donc on sait que vous, du coup, voilà, ça c'est, vous allez devoir vous acquitter de ça en guise de taxe sur la plus-value. Ce qui est extrêmement raisonnable, puisque je rappelle que si vous aviez vendu, par exemple, je sais pas moi, au bout de 10 ans, admettons, juste après avoir fait votre déficit, eh bien votre plus-value de 127 500 €, vous auriez été taxé donc à 30% dessus. Donc ça vous aurait fait plus de 40, enfin pas loin de 40 000 € de taxe sur la plus-value. Donc là, on s'en sort pas mal. Et c'est aussi ça l'attrait de cette stratégie, c'est que ok, on impute le déficit, ok, on s'expose à une plus grosse plus-value, mais d'un autre côté, comme on tient hyper longtemps avec le déficit et hyper longtemps avec le meublé ensuite, grâce aux amortissements, etc., et bah du coup, au final, quand on revend, la taxe n'est pas si lourde que ça. En plus, il se peut qu'il y ait des notaires peu scrupuleux qui, après 25 ans, ne demandent pas si les travaux ont été imputés sur le déficit, ont généré du déficit à l'époque ou non. Ce qui fait que du coup, certains n'ont peut-être même pas retenir 122 500 de plus-value, mais bien 200 000, ce qui serait encore mieux pour vous. Ça, c'est pas ce qui est censé arriver. Là, je vais vous montrer où se trouve l'astuce qui est vraiment géniale là-dedans. Votre SCI, on est d'accord, elle vient d'acheter un nouveau bien immobilier, et elle va pouvoir l'amortir à partir de zéro, comme vous le premier jour où vous l'avez acheté. Donc malgré le fait que vous, ça fasse 15 ans que vous profitez d'amortissement LMNP à titre personnel, et ben là, rebelote, on part à zéro pour votre SCI, et voyons tout de suite ce que ça donne. Du coup là on se retrouve sur le simulateur, alors cette fois-ci c'est un nouveau simulateur, puisque là on est sur un simulateur donc des SCI à l'IS, ou SARL ou SAS. En soi ça change pas grand chose au niveau de l'imposition. Du coup, on va bien prendre donc cette fois-ci la valeur de 250 000, donc valeur à laquelle vous avez acheté le bien en tant que SCI, et en termes de valeur terrain, vous voyez, j'ai mis 30 000, puisque tout à l'heure on avait dit qu'il y avait 15 000 par appart, x 2, 30 000, bon, voilà. J'ai repris mes composants, on a redécomposé donc à peu près le comptable qui gérera la SCI à ce moment-là, du coup en 2045, eh bien lui va redécomposer le bien selon la composition réelle, et puis au niveau des durées, alors là on est tellement dans un monde hypothétique, puisque on prend un exemple qui n'est pas concret et on est déjà 25 ans après, du coup on va imaginer qu'entre temps il y a quand même eu des rénovations qui ont été refaites, vous voyez, des choses comme ça, donc on pourrait très bien imaginer qu'ici maintenant la façade a été reprise, que la toiture aussi a été reprise, mais quoique ça a revieilli entre temps, donc 15, enfin bon... Voilà, à la limite on s'en fout pour l'exemple. J'achète aussi les meubles là dans les 250 000, donc eux je les amortis sur 5 ans puisque c'est de l'occasion. Et puis bah là j'ai repris les mêmes données. Alors vous verrez, la seule particularité c'est qu'ici les frais de notaire, donc 16 000 € que vous, personne physique, avez payé, avancés à la SCI, on les met quand même dans le compte d'exploitation puisque c'est comme si c'était la SCI qui les avait payés, peu importe que ce soit fait avec un emprunt ou non. Du coup on reprend et il n'y a pas d'intérêt d'emprunt comme vous pouvez le constater. Vous pouvez vous, si vous souhaitez, en tant que personne physique, imposer des intérêts d'emprunt à votre société. Donc on pourrait dire, vous lui faites un crédit avec un taux d'emprunt à 10%, par contre ce qui va se passer c'est que du coup votre société, elle va vous payer des intérêts d'emprunt, donc ça va venir en déduction de ses charges, donc j'aurais très bien pu mettre par exemple ici 1200 € l'année, vous voyez, ou même plus, du coup si on avait 10%, on serait plus proche des limites des 12 000, j'ai pas fait le calcul mais pas loin. Le truc c'est que ces 12 000 qui sont des intérêts d'emprunt, pour vous, personnes physiques qui les encaissez, vous allez devoir les déclarer comme des revenus standards, donc du coup ça va s'ajouter à vos revenus à vous. Donc si vous êtes par exemple dans une tranche d'imposition à 30%, du coup ces 12 000 vont être taxés à 30. Donc ça diminue la fiscalité de la SCI, ça augmente votre fiscalité à vous. Mais d'un autre côté, vous encaissez de l'argent en plus, qui était dans le temps sera en plus. Bon, à la limite, voilà, ça je vous donne l'info, c'est pas le plus important, nous on va rester sur le fait que vous faites un crédit à taux zéro. Donc j'enlève les intérêts d'emprunt. Et ici, et bien du coup ce qui se passe, c'est que, bon, comme la SCI va réamortir le bien, on voit que pendant 5 ans, il n'y a pas du tout de résultats positifs, il y a même des amortissements excédentaires qui se mettent en place. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que à partir de 5 ans, on repasse en résultat positif, mais tout en allant toujours piocher dans les amortissements excédentaires ici. Et en fait, là, vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés cette fois-ci, puisque là vous êtes en SCI, donc c'est l'impôt sur les sociétés, avant 2056. Donc 11 ans supplémentaires sans impôt sur votre SCI, et après vous avez un résultat net à 4315, donc vous payez 647 € d'IS, et après, vous voyez les années suivantes, ça remonte, vous êtes à 10 000 de résultats, et là vous payez du coup 1535 € d'IS. Donc sur les 16 000 de loyer que vous encaissez, vous aurez 1535 € à payer sur toutes les années qui vont suivre derrière, pendant en tout cas un très long moment. C'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Parce qu'au final, là au niveau de votre SCI, c'est encore 12 ans, comme vous l'avez vu, supplémentaire sans impôt jusqu'en 2057, mais c'est surtout à votre niveau, à vous en tant que personne physique, qu'il faut qu'on regarde. Pour rappel, vous avez conclu un crédit sur 20 ans avec votre SCI, où vous récupérez 13 300 € par an. Et là, ce qui est magique, c'est que comme c'est le fruit d'une vente immobilière, eh bien cet argent, ces fameux 13 300 € par an, ou 1100 et quelques par mois, ce n'est pas des salaires, c'est pas des dividendes, c'est juste le fruit de la vente. Donc vous n'aurez aucune fiscalité à titre personnel sur ces 13 300 € pendant 20 ans. Ce qui vous amène vous, personne physique, jusqu'en 2065 sans aucune fiscalité sur vos revenus immobiliers. Je sais pas si vous vous rendez compte que si vous aviez 30 ans le jour où vous avez acheté les logements, vous en aurez 63 le jour où vous commencerez à payer de l'impôt si vous continuez à vous verser de l'argent issu de ces deux lots. En plus, il faut pas oublier que vous n'êtes pas une banque. Donc si jamais
pour X raisons, vous avez quelques mois, vous avez des frais élevés, que vous n'arrivez pas à vous rembourser votre prêt, bah vous vous remboursez pas, puis vous décalez vos remboursements. De toute façon, vous n'allez pas vous auto-attaquer en justice pour non-paiement. Donc en fait, vous êtes totalement libre. Et il n'y a pas d'obligation particulière là-dessus. Je précise toutefois, et c'est très important de le noter, que certains notaires refusent de faire ce genre d'opération. Ce crédit vendeur à sa société, etc. Sous prétexte qu'ils considèrent que ce serait un abus de droit. Et ils ont peur de se faire eux-mêmes taper sur les doigts en cas de souci fiscal. Alors je vous le dis tout de suite, si votre notaire ou plusieurs notaires vous découragent ou vous déconseillent de faire cela, changez immédiatement. Parce que il y en a également plein en France qui acceptent totalement de faire ça et qui n'y voient absolument aucun inconvénient. Si vous pensez qu'il s'agit donc d'un abus de droit fiscal, eh ben c'est faux. Regardez, vous allez réaliser une vente. Que la SCI soit détenue par vous, par le pape ou par 16 sociétés écrans entre les deux, on s'en fiche royalement. Ce sont deux personnes différentes au sens fiscal et légal du terme. Vous, personne physique, allez vendre votre logement. Vous allez vous acquitter de votre taxe sur la plus-value en tant que particulier. Et la société qui achète va s'acquitter des frais de notaire. Ensuite, votre SCI, elle finira un jour par être fiscalisée, une fois les principaux composants d'amortissement épuisés. Puis un jour, elle finira bien par revendre le bien, elle sera alors taxée sur les plus-values à l'IS. Ensuite, les associés qui récupéreront cet argent, ils seront taxés sur les dividendes. Donc, ne vous inquiétez bien évidemment pas pour l'État dans ce genre de cas. Ils vont être largement gagnants, comme toujours. Donc, ce n'est pas un abus de bien fiscal, c'est pas comme si là, du coup, vous esquiviez l'impôt à vie et qu'il y avait des choses qui étaient dissimulées au fisc ou quoi que ce soit. Rien du tout. Si quelqu'un vous dit non, faut pas faire ça, clairement, allez ailleurs. Au cas où, si jamais quelqu'un a besoin, alors évidemment, je gagne rien à faire ça, mais nous, on travaille avec un cabinet de notaires partenaires que j'ai pas le droit de citer parce que la loi interdit de faire de la publicité pour des cabinets de notaires particuliers. En tout cas, vous pouvez nous contacter et là, je pourrais vous donner le contact donc d'un cabinet de notaire qui est totalement bien sûr réglo et qui accepte totalement de faire ces opérations qui sont totalement légales. Ok, alors on a vu tout ce que la stratégie que je vous propose aujourd'hui peut offrir, à quel point elle est belle, mais c'est pas tout, parce que je vous ai pas encore expliqué comment transmettre votre patrimoine sans droit de donation à vos enfants. Écoutez bien parce que là on arrive dans l'étape 4, c'est la dernière étape de cette stratégie. Alors on va revenir juste un peu en arrière et on va se concentrer sur le jour où vous avez créé votre SCI à l'IS avec votre mari ou votre femme, peu importe. Au moment de la création, le comptable a dû vous demander quel est le capital social et combien de parts voulez-vous. Le capital social, vous savez, c'est l'argent de base que vous déposez lors de la création d'une société, et en général, pour une SCI, les gens mettent un truc du genre 100 € de capital et divisent la société en 100 parts. Vous avez 50 parts, votre mari, votre femme a 50 parts, chaque part vaut 1 €, c'est le truc de base, peu importe. Typiquement, là, si vous revendez en fait la société le lendemain de sa création, la seule richesse, c'est les 100 € de capital qu'elle aura sur son compte courant, donc vous allez vendre la société 100 €. Si pour X raisons que vous puissiez comprendre le raisonnement, la société possède 100 000 € d'immobilier net, du coup, chaque part vaut maintenant 1 000 €, ce qui veut dire que vous aurez fait un coefficient multiplicateur de 1000 par rapport au premier jour où vos parts valaient 1 €. Donc vous vous rappelez le jour chez le notaire, où vous avez vendu votre bien à votre SCI. Ce jour-là, comptablement, votre SCI, elle est divisée en 100 parts. D'accord, voilà, vous l'avez créée quelques semaines ou quelques jours auparavant, elle est divisée en 100 parts, et votre SCI, du coup, comme elle vous achète le bien, elle a à son actif 250 000 € d'immobilier. C'est le prix des appartements qu'elle vient de vous acheter. Et elle a une dette envers vous de 250 000 €, puisque du coup, elle vous doit un crédit, enfin même plus d'ailleurs, puisqu'elle vous doit aussi les frais de notaire, donc bon, on va dire 250 000 plus les frais de notaire. Et du coup, elle a cette dette envers vous, elle a un crédit vendeur qui est signé. Ce qui fait que du coup, les parts aujourd'hui, 250 000 moins 250 000, ils valent toujours 1 €, il y a toujours 100 € de capital social. À ce moment-là, si vous faites un démembrement des parts de votre société et que vous donnez la nue propriété de ces dernières à vos enfants, comment est-ce que ça va se passer ? Le notaire, il va vous dire « Ah ok, vous faites un démembrement sur des parts qui valent 100 €. Par conséquent, hormis les frais d'acte pour la donation qui sont un barème fixe, évidemment, vous n'êtes pas du tout taxé sur cette donation. Parce que là, vous donnez 100 € à vos enfants, très bien. Je vous rappelle que tous les 15 ans, vous pouvez donner 200 000 € à chacun de vos enfants en tant que couple. Donc évidemment, 100 €, c'est pas ça qui va faire dépasser le cap des 200 000. Génial, vous faites votre démembrement, vous donnez 100 €, enfin l'équivalent de 100 € à vos enfants, votre donation est faite. Concrètement, aujourd'hui, vos enfants, ils ont la nue propriété, vous gardez l'usufruit, donc le droit de tirer des bénéfices de ces parts tant que vous êtes vivant, et votre SCI a toujours une dette envers vous de 250 000 € plus les frais de notaire, donc 266 000, que vous aurez avancé. Résultat des courses. Pendant les 20 prochaines années, la SCI vous rembourse tous les mois, comme on a vu, mais là où votre acte de donation va prendre sens, c'est le jour où vous allez décéder. Parce que vos enfants vont récupérer la pleine propriété des parts à ce moment-là. Et comme ça fera peut-être 20, 25, 30 ans, enfin, je vous souhaite le plus tard possible, évidemment, la SCI n'aura plus de dette envers vous, ça aura déjà été remboursé. Et donc les fameuses 100 parts que vous aurez démembrées, qui deviendront 100 parts en pleine propriété pour vos enfants le jour où le couple sera décédé, et bien maintenant ils vaudront la valeur de l'immeuble à ce moment-là. Donc
250 000 € ou même plus avec l'inflation. Du coup, grâce à ce système, vous vous assurez de transmettre l'intégralité de votre patrimoine immobilier locatif à vos enfants, quand ça ne vaut rien, donc pas de droit de donation à payer, et au fur et à mesure des années, le crédit, enfin la dette se rembourse, les parts prennent de la valeur, et du coup, quand vous décédez après plusieurs années, eh bien vos enfants se retrouvent propriétaires de parts d'une société qui a quand même un certain patrimoine immobilier net. Là, on parle de 250 000, mais cette stratégie pour quelqu'un qui est vraiment qui investit beaucoup, on peut parler de donner des millions et des millions comme ça. C'est possible, c'est quand même hyper intéressant. Pour rappel, si vous donniez en pleine propriété et en nom propre directement de l'immobilier comme ça, jusqu'à, en gros, c'est à peu près 20% de taxation, retenez entre 20 et 30% de taxation selon le montant qui est donné à vos enfants. Donc vous voyez, là, le fait d'avoir transmis autant d'immobilier sans être taxé, c'est pas mal. Donc ça fait partie aussi, ça, de la stratégie. Bon, une fois que vous êtes décédé, vos enfants, ils peuvent à ce moment-là décider de continuer votre parcours d'investissement et faire grossir la SCI en investissant eux-mêmes et en utilisant l'effet de levier que la société détienne déjà du patrimoine, déjà des loyers pour pouvoir emprunter plus et investir plus et ainsi de suite. Et c'est comme ça d'ailleurs que on part d'un moment dans une génération d'une famille qui est moyenne, qui n'a pas grand-chose, à des patrimoines immobiliers colossaux au bout de 2, 3, 4 générations. Mais il faut bien commencer à un moment. Et si les enfants sont pas du tout dans cette optique, ils peuvent décider de simplement vendre les immeubles. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, la vente va être taxée comme est taxée une vente sur les sociétés à l'IS. Donc on va réintégrer dans la plus-value la vraie plus-value et on va réintégrer les amortissements déjà pratiqués, comme on l'a vu dans la vidéo dédiée au sujet. Encore une fois, il y a une vidéo qui traite que de ça. Donc ils vont avoir une taxation qui est relativement importante, sans que ce soit non plus terrible, sachant que ce patrimoine, ils l'auront hérité, c'est pas eux qui l'ont constitué, vous voyez, donc au final, ça reste de l'argent entre guillemets un peu cadeau. Et puis ce qui va se passer, c'est que s'ils veulent liquider la société, qu'ils n'ont pas pour projet de réinvestir cet argent, et bien pour récupérer cet argent à titre perso, ils vont devoir se les verser sous forme de salaire ou de dividende, selon la stratégie qu'ils choisiront à ce moment-là par rapport à leur cadre de vie, et dans quel cas ils vont être encore un petit peu retaxés. Donc effectivement, il va y avoir une taxe qui va être quand même assez forte pour vos enfants, mais vous, personne physique, vous aurez quand même tenu un nombre d'années incommensurable sans fiscalité, et vous aurez quand même transmis un patrimoine, mine de rien, assez important à vos enfants. Si vous souhaitez aller encore plus loin en fait dans cette stratégie et optimiser au maximum et utiliser le levier de la SARL de famille au lieu de la SCI à l'IS pour, je dis bien dans certains cas, parce que c'est quand même très technique et très précis, pousser l'optimisation fiscale à son paroxysme, vous pouvez regarder la vidéo 18.2, donc la version alternative à celle-ci. Attention, vraiment j'insiste, la vidéo donc 18.2, c'est vraiment au cas par cas, parce que la SARL à l'IR, vous allez voir dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que chaque personne est imposée à l'IR sur son propre foyer fiscal, et quand on commence à avoir un couple et 3 enfants qui sont eux-mêmes grands et qui ont déjà eux-mêmes leur propre foyer fiscaux et tout ça, ça peut être compliqué dans certains cas, surtout quand il y a beaucoup de revenus. Certains pourraient être loueurs meublés professionnels, d'autres non, enfin c'est compliqué. Mais ça peut permettre d'aller encore plus loin dans la stratégie. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez pu voir la puissance de la fiscalité bien maîtrisée en France, et ce malgré des investissements à très haut rendement, qui peuvent générer des dizaines de milliers d'euros par an de bénéfices pour finalement une somme investie relativement faible. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas à vous abonner et liker la vidéo surtout pour lui donner de la visibilité et permettre au plus grand nombre d'en profiter. Avant de conclure la vidéo, je vous fais un résumé ultra simplifié de tout ce qu'on vient de dire. 1. Vous achetez d'abord un bien avec un gros ratio travaux versus achat. Toujours pareil en visant de l'immobilier au rendement. Ça vous fait du déficit. Vous essayez de tenir entre 7 à 10 ans avec ce déficit foncier. Ensuite, avant que votre déficit foncier soit épuisé ou très peu de temps après, vous passez vos logements meublés. Avec les amortissements, avec tout, normalement, vous devriez tenir à nouveau entre 10 et 15 ans, selon le rendement, selon pas mal de critères. En faisant ça, au bout des 25 ans, vous allez du coup créer une société à l'IS, vendre cette société, vos biens à cette société à l'IS sous forme de crédit vendeur. Une fois que c'est vendu, peu de temps suivant la vente, vous transmettez, si vous le souhaitez, la nue propriété des parts à vos enfants pour anticiper la donation du patrimoine, et ensuite, pendant les 20 ans qui suivent, eh bien, votre société, tous les mois, vous rembourse la dette qu'elle a envers vous. Résultat des courses, vous tiendrez environ, du coup, pas loin de 45 ans, sans impôt, au final, si on prend le tout dans sa globalité, et vous aurez transmis votre patrimoine à vos enfants sans taxation. Voilà, merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.